voyons ce qui se passe avec les annonces qui ont été faites par le Premier ministre. D'abord, il y a l'intention a priori, c'est-à-dire améliorer le service. Et puis il y a l'intention réelle, qui est d'ouvrir à la concurrence la SNCF, pas parce que c'est une idée sortie du chapeau d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe, non, pas du tout. Parce qu'ils appliquent avec plus de zèle qu'il n'en faut les directives de l'Union européenne et notamment les paquets ferroviaires qui doivent de toute façon, si on les respecte, aboutir à l'ouverture à la concurrence. Donc, voilà l'intention réelle. De ce point de vue-là, ils y sont pour rien dans un sens. C'est ça ce que vous... Qui ça, les cheminots? Non, Emmanuel Macron et Édouard Philippe, ils ne font qu'appliquer... Ils appliquent avec beaucoup de zèle, effectivement, les directives européennes. Ils auraient pu bien évidemment, ne pas appliquer la demande de Bruxelles. C'est ce qui s'est produit en 1995 où, après les mobilisations, la directive n'a pas été appliquée. Mais je veux vraiment qu'on nous entende bien sur le fond. On nous dit on va améliorer le service. Et on nous dit en même temps on va préparer l'ouverture à la concurrence. On utilise pour ça des arguments, je veux le dire, absolument fallacieux. D'abord la question de la dette, qui pèse sur la SNCF et qui serait un argument d'autorité pour améliorer la situation. Alors écoutons le Premier ministre qui effectivement donne comme point de départ de sa réforme la dette et le statut des cheminots, le coût de la SNCF. Écoutez. Parlons-en. Faire rouler un train en France coûte 30% plus cher qu'ailleurs. Ce surcoût, il est lié en partie au vieillissement des infrastructures, mais il est lié aussi à l'organisation même de la SNCF, à son fonctionnement, à ses méthodes, à son statut. Il dit que ça coûte effectivement beaucoup plus cher, 30% de plus qu'ailleurs, de faire rouler les trains français. Eh bien, je vais vous faire une annonce. Demain, si on applique ce qu'il propose, ça coûtera encore plus cher. Arrêtons-nous un instant là-dessus. D'abord, la question de la dette. La dette de la SNCF n'est pas le fait de la SNCF. C'est un héritage historique qui date d'avant 1938, quand c'était des compagnies privées qui étaient largement endettées. Cette dette a été aussi creusée parce qu'on a surinvesti dans les lignes à grande vitesse et non pas, par exemple, dans les trains régionaux. Je prendrai un exemple. Sur la ligne Tours-Bordeaux, vous avez la filiale de Vinci qui s'appelle l'ISEA, qui n'a voulu mettre que 2,4 milliards sur les 7 milliards qu'il fallait pour financer la ligne. Le reste a été mis par la puissance publique et la SNCF. Et figurez-vous que pendant les 44 prochaines années, c'est l'ISEA qui va à 100% bénéficier des péages. Total pour la SNCF, c'est 250 millions d'euros que ça coûte à la SNCF par an. Donc cette dette, ça veut dire qu'elle existe, elle existe. Le constat est elle juste. existe, mais je suis en train de vous dire qu'elle existe, mais elle a été créée notamment par les idéologues qui s'occupent maintenant à achever le processus vers la concurrence. Ensuite, le deuxième point, vous avez raison de le souligner, le statut des cheminots, qui n'a, il faut le dire, absolument aucune corrélation avec la dette. Figurez-vous que les cheminots cotisent davantage que la moyenne des Français, d'accord, et que leur statut a été aussi fait pour pouvoir attirer des personnes sur un métier qui est pénible et qui le reste parce qu'aujourd'hui ce sont des horaires déstructurés, des horaires décalés et aussi donc la pénibilité du management. Aux cheminots, vous estimez bien évidemment, attendez, quand Édouard Philippe nous parle du statut des cheminots comme d'une responsabilité. En réalité, qu'est-ce qu'il se passe? Il prépare méthodiquement l'ouverture à la concurrence. Et donc, la fin du statut, le fait de petit à petit mettre à terme ce statut, c'est juste pour permettre aux acteurs privés qui demain vont venir sur ce juteux marché, parce que c'est un juteux marché, eh bien de ne pas avoir à s'embarrasser d'un coût du travail, comme ils disent, trop élevé. Mais je veux insister sur ce point, le statut des cheminots. Je vais vous le dire ce qu'on ferait. Il y a beaucoup plus intelligent à faire, je vais vous le dire. Mais le statut des cheminots, il faut le dire, n'est absolument pas responsable de la situation. Vous voyez, les incidents récents qui ont été hyper médiatisés sont d'abord le fait de sous-investissement et de manque d'effectifs dans la SNCF. Hyper médiatisé, ça veut dire quoi? Par exemple, Montparnasse, Bretigny, je veux dire, quand on a dit, voilà, il y a des incidents... Mais il ne fallait pas le médiatiser? Bien sûr que si, c'est pas ce que je dis. On parlera des médias après, je sais que ça vous tient à cœur. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose d'absolument fallacieux à faire porter sur le dos des cheminots la responsabilité de dysfonctionnement dont je pense d'avoir fait la démonstration. Et si on faisait quand même la manière dont le gouvernement s'y prend, j'ai vu M. Darmanin récemment sur un plateau télé nous expliquer que la SNCF coûte 340 € par an et par Français, y compris si on ne prend pas le train. Effectivement, c'est moins, en réalité, mais je souhaiterais qu'il y ait un volontaire qui puisse expliquer à Gérald Darmanin ce qu'est un service public, d'accord, et qui est financé par la collectivité pour que tout le monde puisse en bénéficier. Et par ailleurs, je suis étonné du fait que M. Darmanin ne soit pas ému du fait que l'évasion fiscale, par exemple, qui devrait être son sujet, coûte par tête de pipe 1 600 € par an et par Français. Et là, bizarrement, on ne parle pas de privilèges. De la même manière, quand M. Castaner vient sur les plateaux télé pour dire on doit en finir dans le cas de la SNCF avec les privilèges, j'observe que les mêmes nous refusent ce terme de privilège quand on parle de la fin de l'ISF, qui a permis donc par exemple... deux poids, deux mesures. Exactement. Il y a 2 poids, 2 mesures et surtout, je veux le dire, ça ne va pas mieux fonctionner. Regardez, il y a des précédents. Vous prenez la situation par exemple au Royaume-Uni, à l'heure où nous nous parlons, vous savez sans doute que
2 Anglais sur 3 veulent revenir en arrière sur la privatisation et l'ouverture à la concurrence, pour la raison que vous le savez vous-même, ça a été fait dans d'autres secteurs, dans la télécom, dans l'énergie. Ce qui en résulte au Royaume-Uni, c'est plus 27% du prix. Et vous savez que c'est 14% du budget mensuel. Bon, les expériences sont diverses. Clairement, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir non seulement une flambée des prix, et vous allez surtout, et on le voit déjà pointer, avoir des lignes qui vont disparaître parce que le privé, contrairement au public, et il faut le réexpliquer, la grande différence entre un service privé et un service public, le service public n'a pas besoin de faire de rentabilité, ce n'est pas sa vocation. Quand vous voyez que majoritairement l'opinion publique a l'air d'être du côté de la réforme, est-ce que ça ne vous décourage pas? Je ne suis pas d'accord avec vous, Apolline de Malherbe. Je ne pense pas que l'opinion soit favorable à ce que l'on s'attaque au statut des cheminots, à ce qu'on libéralise le rail. Je pense surtout que dans le cas précis du sondage que vous citez, cette question-là est assez orientée. On parle de privilèges. Imaginez un instant. On va s'arrêter précisément pour savoir de quoi on parle. Il y a 2 sondages qui ont été faits cette semaine sur la question du statut des cheminots. L'un qui a été fait effectivement par Odoxa et qui pose la question, je vous la cite telle quelle: le gouvernement souhaite mettre fin au statut de cheminot qui offre un emploi à vie, le départ à la retraite à 57 ans, la possibilité de voyager gratuitement, impose aussi des horaires contraignants ou des week-ends régulièrement travaillés. Êtes-vous pour ou contre la disparition de ce statut particulier? On vous liste toute une série d'avantages. Et voyez en plus ce qu'on fait, c'est que pour pouvoir avancer vers l'ouverture à la concurrence, on jette les Français les uns contre les autres et on jette les cheminots en pâture. Je vous demande juste un instant, attendez. Sur ce sondage-là, effectivement, il y a 72% des personnes qui, à cette question-là, répondent qui sont favorables à la disparition. Mais quand vous voyez le sondage Harris interactif qui a été... La question, pour le coup, est très simple. C'est SNCF, êtes-vous favorable à l'abandon du statut de cheminot? C'est 69%. Non mais Apolline de Malherbe, moi je reste intimement persuadé que si on explique clairement, comme on le fait ce midi avec vous, ce qui se passe à la SNCF et les intentions réelles du gouvernement, qui n'est pas d'améliorer le service, qui est d'aller vers la privatisation de l'ouverture à la concurrence, forcément, si vous mettez une question où on parle des privilèges prétendus, vous allez avoir des réponses de ce type-là. Je ne pense pas, dans ce pays, qu'une majorité de Français soit favorable à l'ouverture de la concurrence. Donc vous estimez que ces sondages sont biaisés? Attendez, je vais prendre un exemple qui va peut-être plus vous parler. Imaginez que moi, demain, je commande un sondage où je dis, ben voilà, les journalistes, aujourd'hui, ils ont par exemple les abattements fiscaux que vous connaissez. Est-ce que vous êtes pour la fin des avantages des journalistes? À votre avis, quelle va être la réponse? Donc vous estimez que la question elle-même est largement orientée, bien évidemment. Et tout ça sert simplement les basses besognes qui visent à suivre les directives européennes. Moi, je mets en alerte, ça va être plus de pagaille demain avec des lignes qui vont fermer. Puisque vous me posez la question de ce que nous ferions, eh bien moi, je vais vous le dire, je suis aussi tout à fait alerte sur le fait que pour faire l'Union européenne, on défasse la France. Parce qu'en réalité, c'est de ça dont il s'agit. À l'heure qu'il est, on a besoin du rail, on pourrait faire toute autre chose. Donc vous refuseriez par exemple, cette demande d'ouverture à la concurrence? Bien sûr, je veux un pôle public intégré de la SNCF. Et surtout, vous dire une chose, c'est qu'à l'heure qu'il est, depuis la privatisation en 2006, le fret a considérablement chuté en France au profit du routier. C'est-à-dire que les marchandises qui, après-guerre, étaient dans une proportion absolument majoritaire sur le rail, elles sont maintenant sur la route. Mais sur la question de la dette, Adrien Quatennens, vous en feriez quoi? Mais la dette peut être réglée s'il y a des investissements et que derrière on arrive à faire en sorte de créer du service qui soit attractif. Mais vous pensez qu'aujourd'hui il y aurait des entreprises qui ont envie d'investir dans la service public, mais vous savez, le pays est endetté. Je veux dire, une dette publique, c'est pas quelque chose de malsain. On ne parle pas d'une dette privée comme d'une dette publique. En tout cas, ça peut être largement relativisé. Et surtout, ce n'est pas un argument pour justifier ce qui est en train de se faire. Mais je veux insister. Savez-vous que par exemple, un train de 35 wagons, eh bien, peut à lui seul porter le chargement de 55 camions de 32 tonnes. Par conséquent, nous, si nous étions aux manettes à cette heure, nous serions plutôt occupés de savoir comment on fait pour la planification écologique. Par exemple, pour faire en sorte que les camions qui traversent notre pays de la Belgique à l'Espagne passent sur des rails plutôt que sur des routes. Il y a bien plus intelligent à faire que l'ubérisation de la SNCF. J'ai vu que M. Macron avait dit qu'il voulait que la SNCF devienne un agrégat de la mobilité. Non. Moi, je pense que nous avons besoin, y compris parce qu'il y a l'urgence climatique, de planification écologique et donc d'un outil centralisé. Donc il y a une mobilisation maintenant, il y a une mobilisation et je forme le vœu notamment que la mobilisation du 22 mars soit le coup d'envoi. Vous y serez ? Bien évidemment, et je forme le vœu que ça soit le coup d'envoi des mobilisations sociales contre ce gouvernement des grèves qui ouvre 1000 fronts. Vous appelez à la grève, vous aimeriez que les cheminots... C'est pas mon rôle d'appeler à la grève, mais en tout cas nous on sera au renfort et on souhaite qu'il y ait un printemps social.